Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto Python. Alors cette fois-ci, j'aimerais vous parler de l'instruction match case. Alors attention, il y a un problème. Cette instruction est extrêmement récente. Elle est apparue à partir de la version 3.10 de Python. D'ailleurs, à l'heure où j'ai enregistré cette vidéo, la version 3.10 n'était disponible qu'en bêta, elle n'était pas encore finalisée. D'accord ? Donc si vous avez une version de Python antérieure, ça ne marchera pas. Donc je vous invite à faire une mise à jour pour installer une version un petit peu plus récente. Donc 3.10 minimum. Alors c'est quoi cette instruction ? C'est une instruction qui va se comporter un petit peu comme l'instruction if. Vous vous rappelez, dans le tuto précédent, on a parlé du if, du elif et du else. Grosso modo, le match pourrait permettre de faire à peu près l'équivalent. Mais en vérité, il est bien plus puissant que ça, il est même surpuissant, et donc je vais essayer dans ce tuto de vous montrer un petit peu toutes les possibilités qui nous sont offertes. Donc je vous propose de reprendre notre environnement PyCharm, et donc ici je suis sur un environnement PyCharm en version 3.10. Regardez, je me mets ici, je fais juste Python, voilà, et donc j'ai installé la release candidate 2 pour jouer avec tout ça. Très bien. Du coup, je suis reparti de l'exercice qu'on avait écrit dans le tuto précédent. Celui où on testait les commandes. Regardez, je vous relance le programme. En gros, on nous demande de saisir une commande. Pourquoi pas, je tape Toto. Comme cette commande n'est pas vérifiée dans mes if, là, du coup, je tombe dans la branche else et je dis que la commande est inconnue. Je tape ls. Du coup, il me dit que je suis en train de demander le listing du répertoire courant. Il m'affiche mes fichiers. Je pourrais tester un dir. Je pourrais demander à changer de directory. Très bien. L'idée, pour commencer, c'est d'essayer de reprendre ce programme, de le revisiter et de l'écrire avec une nouvelle syntaxe, à savoir la syntaxe match case. Donc, qu'est-ce que ça va changer ? Pas forcément grand-chose. En gros, on va rester sur ce qu'on a tapé là, mais au lieu d'engager les tests avec des if, là, je vais faire un match. Quelle est la variable que je vais considérer ? C'est cmd. Et à partir de là, je vais donner tous les cas. Par exemple, le case où j'ai le exit. Qu'est-ce que je fais si j'ai tapé exit ? Je change l'état de ma variable isRunning et je la mets à false. Tout ça, entre guillemets, ça va se décaler du fait qu'on a un niveau de bloc supplémentaire, et on va maintenant mettre les autres cas. Alors, je vais commenter ça, regardez, tout ça, momentanément, je le coupe, je fais CTRL/, et je vais tester d'abord des solutions un peu simples, mais je pourrais faire un case ls, 2 points. Là, je fais juste un print ls pour le moment, on corrigera ça à la fin, c'est juste temporairement. Ce que j'aurais pu faire après, c'était un autre case, dir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit que ces deux commandes, pour nous, c'était la même chose. C'était juste des alias. C'est où on tapait un ls plutôt à la mode Linux, ou on tapait un dir à la mode Windows. D'accord ? Mais grosso modo, ce que j'ai à faire dans ces deux cas, c'est exactement la même chose. Alors, de manière très naïve, on pourrait imaginer faire des cas comme ça. D'accord ? Mais c'est dommage parce qu'on va répéter les codes à ce niveau-là. Je vais quand même vérifier dans 2 instants que ça fonctionne. Je vais réactiver juste ces 2 lignes-là. Ça, c'était le cas final. Alors, notez que le else ici n'a pas de signification. D'accord ? Il faut que je mette un autre case. Et le cas autre, toute autre valeur, ça se définit comme ça avec cette nouvelle syntaxe. C'est case underscore. En gros, c'est l'équivalent d'un else qui nous dira que toute autre commande sera non reconnue. Regardez, je reste en l'état pour le moment, d'accord ? Je lance ce script. Voilà, je tape une commande, ls. Il me dit que je demandais un ls. Je tape dir, il me dit que j'ai voulu un dir. Je tape toto, il me dit que la commande est non reconnue. Je tape exit et on sort. Donc on voit, ça commence à fonctionner. Pour autant, c'est dommage ici de mettre 2 blocs pour ces 2 cas particuliers. Et du coup, ce que j'aurais pu faire, c'était utiliser ce genre de syntaxe. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Tac. ls ou dir.
D'accord? C'est comme ça que je vais pouvoir avoir des cas multiples à l'intérieur de mon case. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais pouvoir enclencher le code qui m'intéresse. Ça revient à ce qu'on avait fait sur l'instruction if pour tester nos deux cas, ça revient au même. Donc très bien, allez, je vais tester déjà ça. Regardez, ls, ça marche. Et je liste bien le contenu de mon directory en utilisant le module OS. Si je fais un dir, ben, j'ai exactement le même comportement. Et il nous reste le dernier cas. Alors le dernier cas, c'est le changement de directory. Je veux taper cd et un dossier. Le problème, c'est qu'il faut reconnaître éventuellement un préfixe. Ben, ça, on peut quand même le vérifier. D'accord? Parce que là, vous pourriez me dire, on est bloqué. Et c'est vrai que ça pourrait être gênant. Alors, au pire, vous auriez pu ici faire parts égale cmd, et puis on aurait pu splitter tout ça avec le caractère blanc. Ça aurait créé un tableau, et au lieu de tester juste la commande, on aurait pu tester parts de 0. D'accord? Et si parts de 0 était égal à cd, ici j'aurais pu mettre tout simplement cd, ben après j'avais plus qu'à traiter l'autre partie de mon tableau. Ça aurait marché ce genre de choses là, mais regardez, je préfère ne pas le faire. Je reviens en arrière. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est un case un peu particulier. Je vais remettre la valeur, c'est cmd. Mais je peux mettre un if. Dans le tuto précédent, je vous avais dit que j'avais encore un cas où je pouvais envisager le mot-clé if. Ben, le voici. D'accord, je fais un cas. Et en gros, ben, ma commande, il va falloir que je vérifie 2-3 petites choses. Et vous voyez, ben là, du coup, ça suffit. Je considère cette branche, si ben, la sous-liste dans la chaîne, la sous-chaîne de caractères, excusez-moi, dans cmd, ben, commence bien par cmd. Et donc, je peux mettre une condition dans mes cases. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des cases multiples, vous pouvez avoir des cases nominatifs, bien entendu, et vous pouvez avoir des cases où vous avez des algorithmes, des conditions qui vont pouvoir être évaluées. Ben, si j'observe cette situation-là, ben, voilà ce que je fais, à savoir, je change de directory. Regardez, je relance mon programme. Je tape cd venv, parce qu'a priori, c'est un dossier que j'ai disponible à ce niveau-là. Si maintenant je fais un ls, ben, je suis bien descendu dans mon venv. Si je fais un cd point, je suis remonté au niveau du dossier PyCharm où j'ai mon projet. Si je fais un ls, je vois les fichiers de mon projet. Si je fais un exit, eh bien je sors du programme. Bon ben voilà une manière d'utiliser cette nouvelle instruction match. D'accord ? Quand elle est utilisée de cette manière-là, bah c'est très très proche de ce que j'aurais pu faire avec un if, if, elif, else bien entendu. C'est simplement une autre manière de l'écrire. Personnellement, je trouve que ici c'est assez lisible et je préfère cette syntaxe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors comprenez qu'on a un petit souci de rien du tout, mais tant qu'on y est, match, case, bah, en tout cas match c'est un nouveau mot-clé. Il n'existait pas jusqu'à présent. Donc là, il est reconnu en tant que mot-clé. Mais ce n'est pas des mots-clés réservés, c'est un mot-clé contextuel. Si là, je fais match égale 33, notez que là, ça marche. Pourquoi ce mot-clé, il n'est pas verrouillé? Tout simplement parce que, comme ça vient tout juste de sortir dans le langage, ça fait des décennies que les gens ont travaillé sur des programmes Python. Et donc, peut-être que dans des tonnes de programmes que les gens ont pu écrire, on avait déjà des variables ou des fonctions qui s'appelaient match. Le fait d'introduire un nouveau mot-clé, c'était problématique. Si on avait fait un mot-clé réservé du langage, ça aurait cassé l'exécution de tous ces programmes-là qui seraient déjà existants et qui marchaient très très bien avec une version 3.9 de Python. Donc match, c'est un mot-clé contextuel. Il est considéré en tant que mot-clé dans certains contextes bien précis. Et vous avez vu, si je remets la ligne il y a quelques secondes, ici, on n'est pas dans un contexte où match a un sens particulier, donc il n'est pas reconnu, il n'est pas écrit en couleur. Par contre, là, il y a un contexte qui permet de tester une valeur de variable, d'accord ? Il y a le 2 points derrière, c'est surtout le 2 points qui lui permet de comprendre qu'on parle de l'instruction match. Bon, du coup, il commence à le mettre en couleur. D'accord ? Donc, c'est un mot-clé
du langage, mais non réservé, et qui plus est contextuel. Donc selon l'endroit où vous allez mettre le mot-clé, le mot match, il va être considéré ou non comme étant un mot-clé réservé. Un mot-clé, autant pour moi. Très bien. Bon ben voilà qui clôt la présentation de la forme basique du match. Mais en vérité, on parle de pattern matching avec cette instruction-là. Pourquoi on parle de pattern matching ? Parce qu'il y a d'autres manières de les utiliser qui sont beaucoup plus subtiles. Regardez, j'ai préparé un petit exemple ici. Il est tout prêt à l'emploi. D'accord, vous le retrouverez sur la page web au niveau du site web qui est associé à cette vidéo. Et donc ici, j'ai déclaré 2 dictionnaires. Pourquoi pas ? J'ai un premier dictionnaire. Il y a un identifiant. Il y a un sous-dictionnaire qui s'appelle subdict, qui contient lui-même d'autres associations. Part 1 qui est associé à value 1 et part 2 qui est associé à value 2. Allez, là on était en anglais. Regardez, j'ai refait à peu près la même chose avec un second dictionnaire. Pour qu'on identifie bien les dictionnaires, j'ai changé, ici j'ai mis des textes avec du français. Donc valeur 1 et valeur 2. Très bien, ça c'est mes données d'entrée. Ce que je fais ici, c'est que je vais scanner tous les dictionnaires dans l'ensemble qui est là, à savoir dans les 2 dictionnaires qui sont ici. Notez qu'à ce niveau-là, j'ai rajouté autre chose en vérité. J'ai rajouté une chaîne de caractères. Eh bien, regardez. Là, on va faire du pattern matching. Je vais faire un match sur la donnée que j'ai extrait avec mon for, ici, et je vais regarder cette branche case. Et là, cette branche case, ce qu'elle regarde, c'est une forme particulière. La forme que je dois reconnaître, c'est un dictionnaire. Dans ce dictionnaire, je dois avoir un identifiant, je dois avoir un subdict, et ce subdict doit contenir un part 1 et un part 2. Si je reconnais ce cas particulier, d'accord, les valeurs associées à mes clés, notez qu'en plus de ça, j'ai déclaré à la volée des variables que je vais pouvoir utiliser dans mon programme. C'est-à-dire que je ne sais pas trop ce qui va m'arriver comme données. D'accord ? Là, j'ai 1, là, j'ai 2, là, j'ai valeur 1, value 1, value 2. Donc, j'ai des données quelconques. Ces values, je vais pouvoir les récupérer dans des variables que j'ai déclarées dans mon pattern matching, dans ma correspondance de motifs. Si je reconnais ce motif-là, je veux récupérer dans ces 3 variables les données qui étaient stockées dans mon dictionnaire. Et donc, je les affiche. On se doute, cette branche devrait intercepter ce dictionnaire-là, parce qu'il y a bien correspondance. Par contre, ce dictionnaire-là, il n'a pas la structure qui ressemble à ce que je recherche. Donc normalement, ce dictionnaire ne devrait pas être considéré par cette branche case. Par contre, regardez ici, j'ai une autre branche case, ça tombe bien, elle semble matcher, correspondre à ce dictionnaire. Et donc, dans le même ordre d'idée, j'ai remis des variables ici que j'ai déclarées et que je vais pouvoir utiliser dans mon programme. Donc très bien. Au pire, ici, regardez, je peux mettre une chaîne de caractères, first, pourquoi pas, pour bien reconnaître que je suis dans ce print-là. Et là, je peux mettre un second pour bien reconnaître que je suis dans ce second print. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un case autre, d'accord ? Toute autre valeur, j'ai dit qu'il n'y a pas de correspondance. Ce qui veut dire que mon test ici, pour le moment, il ne va pas matcher. Je vais commenter ce bloc-là, on en parle juste après. Regardez, je lance mon programme. Ah, perdu, ça c'était l'ancien. Je lance ce nouveau programme. Voilà, et donc, j'ai bien reconnu dans ma première branche le premier dictionnaire avec la valeur 1 et j'ai bien récupéré les valeurs associées à part 1 et à part 2. Notez, ça a aussi marché ici pour mon second dictionnaire qui a été reconnu par ma seconde branche à ce niveau-là. Pour la troisième information présente dans ma liste, à savoir la chaîne de caractères, elle n'a pas été mise en correspondance. Regardez, je rajoute test et autres. Voilà. D'accord, autre,
c'est pareil, pour le moment il ne va pas être mis en correspondance, on est bien d'accord. Donc il y a 2 fois le passage dans cette branche-là, mais au pire, je peux même ici imaginer avoir une branche qui cherche à reconnaître non pas un dictionnaire, mais une chaîne de caractères. Regardez là, je vais mettre c'est une chaîne. Bon, il n'y a pas de souci. Normalement, je vais rentrer dans cette branche-là. Regardez, je lance mon programme. Ah bah tiens, on est bien rentré dans cette branche. On est d'accord, cette syntaxe, en vérité, elle n'a rien de nouveau. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les exemples précédents. On faisait des comparaisons sur des valeurs de chaîne de caractères. Là, je dis, je cherche un dictionnaire. Là, je cherche à obtenir une chaîne de caractères. Si les données qu'on m'envoie ne correspondent pas, elles sont ignorées. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette possibilité, mais c'est quand même assez fort parce qu'on peut reconnaître des formats de dictionnaires particuliers. Dans le même ordre d'idées, regardez, j'ai un dernier exemple ici qui est super intéressant. Je peux aussi travailler sur le format d'une liste. Regardez, j'ai un data. Il contient 10 et 20, très bien. À partir de là, je fais un match sur cette liste de données. Et si je reconnais qu'elle a 2 parties, 2 membres dans la liste. J'aurais pu mettre des tuples aussi. Là, on est avec des listes, mais ça aurait marché avec des tuples. Du coup, je vais faire un affichage qui dit que je suis avec 2 valeurs à l'intérieur de la liste. Oui, j'ai mis param, c'est peut-être pas le meilleur terme. 2 values et 3 values. Si par contre, il y a 3 valeurs dans la liste, voilà ce qui devrait être affiché. Dans tout autre cas de figure, si ma liste a plus ou moins d'informations que 2 ou 3, je vais dire qu'il n'y a pas de mise en correspondance. On vérifie. Pour le moment, on a bien 2 valeurs dans la liste, donc c'est bien cette branche-là, dans mon match, qui a été sélectionnée. Regardez, je rajoute une 3e valeur. On est cette fois-ci rentré dans cette branche. Et si je rajoute une 4e valeur, on est d'accord qu'il n'y a aucun pattern matching ni avec cette liste-là, avec ce format, ni avec ce format de liste-là. Donc du coup, si je relance, il n'y a pas de mise en correspondance. Et pareil, si je vais même au-delà, ça ne changera plus rien. Et si je retire toute valeur à l'intérieur de la liste, regardez, c'est le même résultat, il n'y a pas de mise en correspondance. Voilà, encore un autre cas d'utilisation de l'instruction match pour vérifier la structure d'une liste, le format d'une liste. Si vous avez ce genre de besoin, n'hésitez surtout pas à utiliser cette nouvelle instruction. Je réinsiste bien, l'instruction match case est apparue en Python depuis sa version 3.10. Faut-il avoir un environnement Python suffisamment récent? Si ce n'est pas le cas, faites une mise à jour de votre environnement Python. Et bien voilà qui clôt ce que j'avais à dire sur cette instruction. Comme d'habitude, si vous retournez sur le site cours.fr, si vous allez sur la section Python, et plus précisément sur le tuto, maintenant je pense que vous en avez l'habitude, vous retrouverez ici toutes les informations relatives à cette instruction match case, mais surtout vous avez plein de TP que je vous invite à essayer de jouer pour bien vérifier le fonctionnement de cette instruction. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la repartager. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Et la prochaine fois, on parlera de l'instruction while. Alors c'est pareil, ça fait un petit moment qu'on en parle, le while. J'avais dit cette chose-là pour le if. Mais je voulais revenir un petit peu sur tous les cas possibles d'utilisation. Et puis je veux aussi rajouter 2 nouveaux mots-clés, le fameux break et continue. On essaiera de bien comprendre les liens qui peuvent exister entre ces 2 mots-clés et l'instruction while. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Bye!